Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue dans votre émission Jotaay, version française sur Sénégal 7 TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios Maître Abdoulaye Tine. Il est avocat au barreau de Paris. Maître Tine, bonjour. Bonjour. Alors, saluez les internautes avant de démarrer l'émission. Voilà, je vous remercie déjà pour l'invitation et j'adresse aussi mes vives salutations à tous les internautes connectés qui suivent votre chaîne. D'accord. Alors, vous êtes enseignant à la faculté des droits de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également défenseur des droits de l'homme, mais chef de parti également de l'Union sociale libérale. Alors, nous allons démarrer par cet aspect-là, l'Union sociale libérale. Vous avez été candidat à la candidature pour la présidentielle de 2019. Alors, quelles a été vos motivations pour vouloir assister à la présidentielle de 2019? Merci déjà pour la question et l'opportunité que vous nous donnez de communiquer avec les Sénégalais sur ce qui était le sens de notre engagement, qui répond globalement à votre question. Alors, le sens de notre engagement, il était double. Double parce que tout simplement, dans un premier temps, nous avons pris le soin de regarder, parce qu'on était aussi acteur de la scène politique, quelque part, même si j'étais dans la société civile, dans le cadre de la défense des droits de l'homme, il n'en demeure pas moins qu'on a été des acteurs quand même des processus qui ont connu aux deux alternances. Chaque fois quand il y a une alternance démocratique au Sénégal, le constat est unanime, l'espoir renaît. Et au bout de quelque temps, que ce soit la première alternance ou la deuxième alternance, les Sénégalais quand même ont eu très vite le sentiment, non seulement d'un espoir déçu, mais d'une promesse trahie. Nous nous sommes évertués effectivement à essayer de voir quels étaient les ressorts donc de cette déception, ou en tout cas de la non-tenue de cette promesse. Et la première raison que nous avons trouvée était quelque part déjà que la plupart du temps, les gens n'étaient pas porteurs d'un vrai projet politique de changement. Le changement, oui, mais pourquoi faire? Donc, nous avons pris donc le soin de nous rapprocher des Sénégalais, de les écouter. La première réponse que les Sénégalais nous ont donnée était qu'ils ont le sentiment de ne pas être représentés aujourd'hui par ceux qui tiennent l'appareil, aussi bien au niveau de l'exécutif et du législatif. Il en ressort que la conséquence, c'est qu'il y a un désintérêt, un désaveu de la politique d'une certaine manière. Et nous nous sommes dit que non seulement il va falloir concevoir un vrai projet politique pour le Sénégal, qui va permettre effectivement de faire advenir réellement le changement tant souhaité et tant espéré, mais ce projet, il fallait le co-construire avec les Sénégalais et les écouter. Et en les écoutant, on a vu que le premier tour de force, en tout cas, qu'il fallait réussir, c'était de les réconcilier avec la politique, parce que bon nombre de Sénégalais avaient le sentiment que politique était synonyme effectivement de promesses non tenues, synonyme de règlement de compte, synonyme de scandale politique. Nous nous sommes engagés pour dire non, la politique est plus noble que cela, il fallait restaurer, réhabiliter la politique, et c'était le sens de notre engagement, c'est-à-dire faire de sorte que lorsque l'on parle de politique, on parle d'enjeux économiques, d'enjeux au niveau social, et que vraiment le mot politique puisse rimer avec un projet de société, une vision, donc un débat d'idées, un débat démocratique. D'accord. Alors, ce projet de société qui malheureusement n'a pas été découvert par les Sénégalais parce que vous avez été recalé, alors est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les axes majeurs de ce projet de société-là que vous avez voulu proposer aux Sénégalais pour le changement? Oui, effectivement, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de notre engagement pour des raisons que vous connaissez, parce que, on va dire, le parti au pouvoir a décidé en pleine partie de changer les règles du jeu, ce qui était antidémocratique. On y reviendra. Mais globalement, le premier socle pour nous, c'est de recentrer la politique, comme je disais. C'est-à-dire qu'on puisse réfléchir en termes de projet de société. Aujourd'hui,
l'ennemi, l'adversaire le plus partagé pour tous les acteurs de la scène politique, c'est la pauvreté. Donc aujourd'hui, notre ennemi commun devait être effectivement déclarer tous la guerre à la pauvreté. Comment lutter contre la pauvreté? Aujourd'hui, si vous prenez le Sénégal, je donne juste un résumé des grands axes de notre... nous avons, pour tous les pays qui ont acquis en tout cas un certain standing de vie pour leurs concitoyens, un processus en étapes. On a dans une économie le secteur primaire, on a le secteur secondaire et on a le secteur tertiaire. Quand vous prenez le premier secteur au Sénégal, aujourd'hui, c'est qui? C'est les agriculteurs, ce sont les artisans. Ces artisans-là, ces agriculteurs, ils n'ont pas de statut. Aujourd'hui, il n'y a aucun agriculteur sénégalais qui peut espérer avoir une retraite ou espérer une mutuelle alors qu'ils ont le travail le plus pénible. Donc il faut que l'État organise ce secteur, d'autant plus que c'est le secteur qui peut mobiliser le plus de main-d'œuvre et c'est les gens qui ont les conditions les plus pénibles de travail. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, on est dans un environnement mondialisé, donc on a toutes les catégories de multinationales d'investisseurs qui arrivent au Sénégal. J'ai le sentiment que les Sénégalais ne profitent pas de la mondialisation. Ils ne profitent pas de la mondialisation parce que tout simplement, tous ces agriculteurs que vous voyez aujourd'hui, il n'y en a pas un qui peut justifier d'un statut pour demander un visa pour aller, par exemple, assister au forum de l'agriculture à Paris. Quand ça s'organise, on a de toutes les nationalités, des Chinois, des Indiens, tout le monde, mais quasiment, quand on parle des délégations sénégalaises, c'est quoi? C'est les représentants des agences étatiques, ce sont les banques et d'autres, mais les vrais agriculteurs. Alors, donc, il faut leur donner l'opportunité, comme je disais, de pouvoir justifier d'un statut et de pouvoir avoir des documents et introduire des visas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce secteur-là, c'est ce secteur qui pourra booster. Le second secteur qui est quasi inexistant, c'est le secteur secondaire. On peut dire que l'Europe ou l'Amérique n'aurait pas atteint le niveau actuel s'il n'y avait pas effectivement l'industrialisation. On ne peut pas faire donc l'économie d'une industrialisation dans un processus de développement. Aujourd'hui, quand on était encore un peu plus jeune, on connaissait certaines industries qui ont tous fait faillite. Avec l'effet de la mondialisation, ils n'ont pas pu résister à la concurrence chinoise. Et il n'y a pas de nouvelles industries qui sont apparues. Finalement, donc, quand vous regardez par exemple l'Europe ou l'Amérique, bon nombre en tout cas, de citoyens dans la tranche de la population active s'activent au niveau du secteur secondaire. Et ce secteur-là, on peut dire même que l'histoire de la politique se confond avec l'histoire des luttes ouvrières, d'une certaine manière. C'est pour vous donner l'importance de la classe ouvrière. Nous, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup, en tout cas, de personnes qui se mobilisent dans les industries. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une valorisation déjà de la production locale. Tout ce qu'on produit, que ce soit les mangues, les noix de cajou et tout ça qui ont un potentiel, les produits halieutiques et tout ça, on n'a pas une industrie qui est capable de les transformer. Donc tout l'enjeu effectivement, c'est de pouvoir avoir une diplomatie économique qui va ouvrir des portes effectivement, qui va ouvrir des débouchés. Pourquoi je vous le dis aujourd'hui, on a le débat avec Auchan. Tous les gens, il y a certains qui se mobilisent pour dire oui, Auchan dégage. Mais est-ce que ça, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Parce que le même accord, la convention de 1974 entre la France et le Sénégal sur la liberté d'établissement qui permet à Auchan aujourd'hui de s'installer sur le territoire sénégalais, c'est la même convention qui permet effectivement aux paysans de Fongolémi ou de Ndiaganiao pouvoir aller créer une start-up en France pour vendre une production. Est-ce qu'il y a les moyens? Mais c'est ça le problème. C'est le rôle de l'État maintenant, de supporter, d'organiser d'abord ce secteur. Il faut leur donner un statut pour qu'ils puissent justifier de quelque chose. Il faut aussi qu'il y ait les missions d'expansion économique
puisse ouvrir la voie, et ça c'est le rôle effectivement de la diplomatie économique, d'aller ouvrir les voies, donner les possibilités d'établissement pour que ce soit dans les deux sens d'une certaine manière. Et c'est tout l'enjeu effectivement, comme je disais, il faut reconstruire le tissu industriel, et il y a bon nombre de possibilités aujourd'hui qui s'offrent, et il y a une nouvelle industrie naissante où aussi il va falloir positionner le Sénégal, c'est l'industrie numérique aujourd'hui. L'Inde, la Chine sont arrivés là où ils sont aujourd'hui parce qu'il y a 20 ans, ils savaient que l'Internet, le numérique allait être au cœur de la société de demain, et ils ont commencé effectivement à former des jeunes qui sont aujourd'hui les techniciens, les ingénieurs les plus doués. Un bon nombre d'opérateurs téléphoniques ici, ils ont même fermé leur représentation ici au niveau technique, et ils délocalisent effectivement en Asie parce que c'est moindre coût et ils ont un savoir-faire beaucoup plus pointu et élevé. Le dernier secteur effectivement, c'est le secteur, je vais terminer, c'est le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, c'est le secteur des services aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous regardez au niveau des prestations, mais la plupart des services proposés, c'est des compagnies étrangères qui proposent ces services. Et finalement, donc, ces sociétés, ils vont réaliser des profits, que ce soit au niveau des opérateurs téléphoniques, du bâtiment, mais ils vont redistribuer cette richesse à l'extérieur du pays. Finalement, ça n'impacte pas. À part les ouvriers et les manœuvres, ça ne crée pas un cycle vertueux. Donc, il faut repenser tout cela, effectivement. On peut parler, effectivement, de la nécessité de soutenir les entreprises nationales, mais faudrait-il aussi leur donner les formations, les compétences et le savoir-faire. Et tout ça, c'est le rôle de l'État. Et je pense, effectivement, avec ces trois secteurs réhabilités, nous pouvons déjà avoir une économie debout qui peut aspirer effectivement. Et dernier point, parce que c'est très important pour notre projet de société, aujourd'hui on vous parle du Sénégal émergent. Nous estimons effectivement qu'on n'a pas besoin d'un Sénégal émergent. D'ailleurs, parler de l'émergence, c'est même un recul par rapport aux ambitions de l'indépendance, parce qu'eux, ils avaient pour ambition le développement. On était sur des pays en voie de développement. Là, c'est comme si on était en train de se noyer. Vous dites ce qui importe, c'est sortir la tête de l'eau, émerger. Donc déjà, donc on recule au niveau des ambitions. Mais moi, je ne crois pas à l'émergence, mais à la convergence économique. Pourquoi la convergence économique? Parce que tout simplement, l'émergence, c'est des statistiques, c'est des agrégats économiques. La convergence économique, vous pouvez voir dans les relations internationales, c'est les deux concepts qui s'affrontent. La convergence économique, effectivement, c'est le progrès humain qui est mesuré. Moi, je crois plus à cela, effectivement, c'est-à-dire pour voir est-ce que notre société a évolué, il faut voir est-ce que les Sénégalais dans 2019 vivent mieux qu'en 2017. C'est ça qui garantit une économie solide. C'est ça qui garantit une économie solide. Mais surtout, il faut, au-delà même de la solidité économique d'une certaine manière, c'est le bien-être économique et social qui est en cause. Et aujourd'hui, c'est des options. Eux, par exemple, ils choisissent de laisser les malades et de construire un terre, par exemple, ou une ville nouvelle. Moi, entre soigner les malades et construire le TR, moi j'aurais soigné les malades. Pour plusieurs raisons. Le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Si vous n'êtes pas capable d'amener le traitement nécessaire et les soins nécessaires aux gens qui sont hospitalisés, inutile de les promettre l'émergence parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils seront là. Et c'est pour ça que je dis effectivement, notre projet, c'est remettre l'homme au cœur effectivement de la cité, mais aussi au cœur de nos actions et faire de sorte qu'effectivement, qu'il soit au début, comme je disais, et à la fin de tout ce qui est entrepris. Et c'est pour ça que je ne crois pas à l'émergence, mais plutôt à la convergence économique et à cet arbitrage, effectivement, parce que si on n'a pas une population bien soignée, ils vont vous dire oui, mais on a les bourses de sécurité sociale, on a la couverture maladie universelle. Si tant est que les mots puissent avoir Vous pensez que ces politiques sont efficaces? Non, mais j'y crois pas. C'est parce que c'est des effets placebo. Et en plus, si vous regardez donc aujourd'hui, le nombre de Sénégalais qui sont couverts sont minimes. Ça, c'est le premier point. Et pourtant, elles se réjouissent, ces populations. Non, mais je veux dire, en soi, l'idée,
parce que ils n'ont pas réinventé la roue. La couverture maladie universelle, ça existe depuis des années, depuis plus de 50 ans en France. C'est un acquis social. Mais si tant est que les mots puissent avoir un sens et une signification, universelle, ce qui veut dire ce qui couvre tout le monde. Population, toute la population. Cette couverture, elle est faussement universelle parce que tout simplement, bon nombre sont laissés en rade, ça c'est le premier point. Et aucun Sénégalais ne peut vous dire quels sont les critères objectifs sur lesquels on se fonde pour les attribuer et en cas de non-attribution, quelles sont les voies de recours qui sont ouvertes par la loi. Ce qui veut dire qu'on est loin de la finalité. Et comme je disais, effectivement, il suffit simplement de vouloir. S'ils veulent, ils peuvent, ils pouvaient, tout cet argent-là qu'ils ont englouti, tout cet endettement, donc dans des investissements aujourd'hui qui ne sont pas donc indispensables, soigner les gens qui sont là, qui ont voté, qui ont cru en eux, mais ils préfèrent fermer les yeux, regarder ailleurs, excusez-moi le terme, laisser mourir d'une certaine manière. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un souci de compréhension, un souci de confusion par rapport aux terminologies? On parle d'émergence, mais on voit cette émergence-là d'un point de vue infrastructurel. Vous voyez. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport à la politique ou par rapport à la méthode de l'État? Oui, mais c'est ce que je disais. Après, c'est tout, encore une fois, le sens de notre engagement politique et d'avoir un projet politique bien déterminé. Est-ce que ces citoyens qui ont voté pour Macky Sall savent que Macky Sall est quelqu'un qui met en avant les infrastructures, les routes, les TR, les voies, les bus, je sais pas quoi. Donc, avant de mettre l'homme, la santé, et dire effectivement qu'il est scandaleux que les gens puissent mourir au Sénégal en 2019 parce qu'ils n'ont pas d'argent. Personne ne doit mourir parce qu'il n'a pas d'argent. C'est scandaleux, non seulement du point de vue de la morale, mais du point de vue républicain, de l'égalité. Parce qu'on est tous égaux. Mais il faut le reconnaître, il y en a qui sont plus égaux que les autres. Il y a certains aujourd'hui, leur souci, c'est de pouvoir rejoindre l'aéroport assez vite. Il y a certains, par exemple, aujourd'hui, ils savent que c'est très peu probable qu'ils aillent à l'aéroport pour prendre un vol. Par contre, ils ont besoin de se soigner, de manger à leur faim. Vous savez. Mais quand même, le déplacement et les pistes les routes qui ont été construites, vous convenez avec moi que c'est tout de même important. Non, c'est important parce que les infrastructures, comme j'ai dit, dans tout pays, on ne peut pas avoir un développement sans qu'il y ait une mobilité. Ouais. Par contre, le seuil d'endettement, est-ce qu'on ne pouvait pas venir, par exemple, je vous donne un exemple aujourd'hui, parce que je ne suis pas le seul, bon nombre de Sénégalais ont conclu à l'inutilité du train express régional pour plusieurs raisons. Ce train, donc, contrairement à ce qu'on fait croire aux Sénégalais, n'arrive pas à l'aéroport de Diass, il s'arrête à Diamniadio. Arrivé à Diamniadio, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est une première étape. Ça, c'est une première étape, mais donc je vous dis aujourd'hui, d'accord? Deuxièmement, aujourd'hui, déjà, il y a l'autoroute qui est là. Il y a l'autoroute qui est là. Donc, vu le ticket, combien ça va coûter, c'est très peu probable que les Sénégalais puissent le prendre effectivement pour aller vraiment à l'aéroport. Parce que le motif avancé, c'était pour joindre l'aéroport assez rapidement. Et quand vous regardez au niveau même des habitudes culturelles des Sénégalais, un Sénégalais qui part à l'étranger ou qui revient, il y a toujours un parent ou proche qui vient le prendre. Et même, ça veut dire que ces trains, c'est moi qui vous le dis aujourd'hui, risquent de rouler vide, avec un surcoût, et peut-être effectivement, si ce n'est une faillite, je ne pense pas qu'on était quand même dans le besoin. Aujourd'hui, moi j'ai été à Diamniadio il y a 2 semaines, j'ai visité la ville nouvelle, j'ai fait cap à l'intérieur du pays et tout ça. On va dire l'idée en soi est bien, mais moi je tire aussi les enseignements des expériences précédentes. L'idée des villes nouvelles en France dans les années 70, ça a été donc un échec d'une certaine manière, parce qu'il ne suffit pas seulement d'amener des ministères et d'amener des infrastructures pour que les gens viennent. C'est tout un processus. Une ville, ça ne bouge pas du jour au lendemain. Les gens ils ont leur habitude d'une certaine manière. Donc, entre effectivement réaliser ces projets, c'est-à-dire la gouvernance, c'est ça, c'est un arbitrage. Aujourd'hui, on a des ressources très limitées, d'accord? On a des gens aujourd'hui qui sont malades, des gens qui doivent arriver sur le marché de l'emploi, ainsi de suite. On choisit entre effectivement
prendre les maigres ressources que nous avons, faire les priorités, c'est-à-dire construire les routes qui sont indispensables en termes de mobilité et ne pas quand même verser dans le superflu et dans l'inutile. Et effectivement, le reste des dépenses, pourquoi pas les injecter dans le social. D'accord, donc c'est donc une politique inadaptée aux réalités Tout du à fait, moment. vous avez tout résumé. Voilà, donc alors nous allons essayer de progresser pour parler toujours de la gouvernance, de la politique de manière générale. Alors au sein du parti au pouvoir, nous avons constaté ces derniers temps des frustrations. C'est vrai que c'est un peu privé par rapport au parti, mais c'est un parti que nous avons élu, des membres de gouvernement que nous avons élus, un président de la République que nous avons élu pour être au service du peuple. Alors comment vous analysez toutes ces frustrations, toutes ces, je sais pas, ces invectives au sein du parti au pouvoir, alors qu'il y a des attentes, il y a des objectifs à atteindre de leur côté? Bon, écoutez, je suis un peu gêné de devoir me prononcer sur cette question, mais quand même, compte tenu du fait, effectivement, parce que comme vous l'avez dit, c'est une affaire qui, à la limite, ne regarde que les tenants de l'APR et de leur coalition, mais sauf que ça a des incidences sur le fonctionnement des institutions. Moi, je vais me prononcer plus sur les incidences d'une certaine manière. Aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que, contrairement à beaucoup de gens, moi, je sais que Macky Sall n'osera pas affronter les Sénégalais pour dire qu'il va faire un troisième mandat. Il sait parfaitement que la seule possibilité qui s'offre à lui à la fin de son mandat, c'est de partir. Ce qui veut dire que déjà, il y a une bataille de succession qui est déjà ouverte au niveau de l'appareil. Ça, c'est des manœuvres politiques d'une certaine manière. Lui, il est dans son rôle parce qu'il faut effectivement entretenir le flou et essayer de repousser le plus loin possible effectivement la clarté et clarifier à la dernière minute. Peut-être aussi il a son projet, il a son remplaçant, ça il n'y a que lui qui sait. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, moi je pense que les tensions, les invectives, les attaques ouvertes, les gens maintenant ils ne prennent plus de précautions parce que tout simplement chacun veut se faire voir et marquer son imprimature d'une certaine manière sur la scène, et tout ça c'est une manière de se positionner par rapport à l'après Macky Sall. Moi, c'est mon sentiment. Sauf qu'aujourd'hui, au niveau des institutions, il en résulte effectivement que cette guerre ne va pas, donc, en tout cas, servir à l'efficacité de l'action gouvernementale. Et parlant de l'action gouvernementale, aujourd'hui au Sénégal, depuis la suppression du poste de Premier ministre, je pense que c'est la plus grande erreur institutionnelle que Macky Sall ait fait. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une armée mexicaine. C'est-à-dire il n'y a pas de capitaine d'une certaine manière et que tout le monde aussi est chef. Et c'est ce qui se sent aussi dans les expressions, les ambitions. D'accord. Alors, toujours dans ce cadre-là, concernant toujours la gestion au niveau du parti au pouvoir, Macky Sall avait promis une gestion sobre et vertueuse, alors qu'il y a ces ambitions politiques de ses militants, je vais dire, de ses collaborateurs, qui viennent heurter ce principe de gestion sobre et vertueuse. Quelle évaluation vous faites aujourd'hui sur cet aspect-là avant d'en venir au dialogue national? Oui, moi, le sentiment que j'ai, c'est que cette gestion, effectivement, contrairement à ce qui avait été promis aux Sénégalais, n'a été ni sobre ni vertueuse, vous l'avez dit. La sobriété, donc déjà, dès le premier gouvernement, on a vu la taille, déjà, ce qui engendre un coût, les dépenses, et je ne crois pas que les Sénégalais aient remarqué un quelconque changement sur le train de vie de l'État. Donc la sobriété, je me demande où est la sobriété dans tout ça. La vertu, parlons-en de la vertu. Comme disait Montesquieu, tout régime politique a ses vertus spécifiques. Les vertus de la démocratie, c'est l'apaisement, mais c'est la modération. Le gouvernement de Macky Sall a manqué de modération. Ils ont manqué de modération depuis le début, en voulant coûte que coûte, à tout prix, au mépris des principes élémentaires des droits de l'homme, vouloir ressusciter une juridiction qui est la CRI, qui fonctionnait
de manière contraire avec les standards de civilisation universellement admises. Je leur avais dit ça depuis le début et il n'y en a rien qui a été démenti, que ce soit pour le procès de Karim Wade ou les autres condamnations qu'ils ont eues, ils n'ont essuyé que des condamnations. Aujourd'hui, on vous a dit effectivement que c'était au niveau de la vertu, il faut rendre compte, mais s'il voulait effectivement atteindre un objectif, il fallait commencer par soi-même être vertueux. La vertu aussi, nous l'avons vu, il nous avait promis de réhabiliter l'état de droit. J'ai été avocat du collectif des victimes des violences électorales, j'ai été avocat de Mamadou Diop et tous les autres, toutes ces personnes qui sont décédées parce que tout simplement ils ont cru à la justesse du message que les leaders du M23, y compris Macky Sall, tenaient à la place de l'obélisque. Et finalement, ce que je disais la semaine dernière, lorsque l'on regarde aujourd'hui le recul qu'on a eu au niveau des libertés publiques, le droit de manifester, lorsqu'on regarde effectivement la manière dont on utilise la détention préventive comme une arme pour punir des adversaires politiques, on peut se demander effectivement est-ce qu'on n'est pas en face d'un deuxième assassinat de Mamadou Diop, parce que tout simplement c'est l'esprit et tout le sens de son combat. D'accord. Alors avant de venir au dialogue national, vous nous poussez à un peu aborder la justice, hein, avec l'arrestation de Guy Marius Sagna, quelqu'un qui s'est toujours illustré dans les luttes sociales pour l'intérêt des populations. Alors comment vous appréciez cette arrestation-là? Certains disent que c'est une atteinte aux libertés individuelles, c'est une atteinte à la liberté de manifester consacrée par la Constitution. Comment vous analysez tout ça? Oui, on va dire que déjà leur manifestation, le fait pour eux d'aller s'en prendre en symbole de la République qui est le palais, était pour eux de faire un coup d'éclat, de frapper les esprits et d'envoyer un message. Ce message, c'était aussi en direction de Macky Sall pour lui montrer que il s'était bagarré pour la liberté de manifestation et d'expression. Même si on doit marcher dessus en arrêté? J'y viens. Oui. La liberté d'expression. À l'époque, c'est Ousmane Ngom qui était ministre de l'Intérieur qui interdisait les manifestations. Cet arrêté a été pris. Cet arrêté n'était valable que pour l'affaire, le cas d'espèce pour laquelle il a été pris. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, avec mon confrère Hassan Dioma, on a attaqué cet arrêté, des arrêtés subséquentes qui faisaient un peu référence à cela, et la chambre administrative a annulé. Donc il a donné gain de cause effectivement aux organisations de la société civile. Ce qui veut dire que cet arrêté, il est illégal, ils le savent très bien, et que sur le territoire de la République, on ne peut pas comme ça sanctuariser des espaces. Les Sénégalais, que ce soit aux États-Unis, en France ou les autres nationalités, les Palestiniens, ils vont manifester quand ils veulent sur les Champs-Élysées, ils vont manifester devant la Maison-Blanche, ils vont manifester partout. Et le devoir de l'autorité administrative, c'est d'encadrer ces manifestations, pas de les interdire, parce que c'est une liberté constitutionnelle qu'on doit. Aujourd'hui, ici au Sénégal, il y a une inversion des logiques. Le principe, c'est l'interdiction, l'autorisation, l'exception. Oui. Quand vous allez interroger le ministère de l'Intérieur, ils vont vous dire non, mais statistiquement, on a tant. Non, on ne parle pas des statistiques, on parle des vraies manifestations où les gens, ils ont des revendications d'envergure nationale. La plupart du temps, encore une fois, le principe, c'est l'interdiction, l'autorisation, l'exception. Ce qui veut dire qu'il y a une violation donc systématique de cette liberté. Et comme cette liberté est constamment bâillonnée, les gens, ils n'avaient autre possibilité, comme j'ai dit, que d'être dans une posture de défiance. Je n'essaye pas de justifier, j'essaye de montrer comment les gens peuvent arriver comme ça. Je ne pense pas que ce soit des gens qui sont irresponsables, c'est des gens, j'imagine, respectueux de la République et des règles d'une certaine manière. Et je rappelle, dans la dynamique qui avait conduit
Macky Sall au pouvoir, on se rappelle du député Cheikh Bamba Dièye qui était parti aussi devant le palais pour s'enchaîner. Donc c'est pas la première fois. Donc, mais c'est une manière d'envoyer un message. Donc comme c'est des activistes, ils sont dans leur rôle, c'est normal. Ils sont dans le rôle parce que les activistes, que ce soit les gens de Greenpeace, ils vont aller prendre des navires, hisser leur drapeau. Je donnais l'exemple effectivement de Rosa Parks aux États-Unis. On demandait aux Noirs de céder leur place effectivement de manière tout à fait légalisée aux Blancs. Et elle a eu le courage effectivement de défier la légalité de l'époque et finalement, effectivement, elle a fait progresser le droit. Et je parle aussi de l'apartheid, du système de l'apartheid, où les gens un jour se sont réveillés en disant que, bon, on dit que white only, nous, on va y aller aussi. Donc, c'est des activistes, comme je dis, leur stratégie consiste effectivement à défier la légalité aujourd'hui, dont ils estiment que peut-être c'est une légalité formelle, mais qui n'est pas légitime, pour réveiller les gouvernants de leur torpeur, de leur sommeil, et pour leur amener effectivement à reconnaître les acquis des libertés. Alors, cette manifestation des activistes qui a été provoquée par la hausse du prix de l'électricité, on a vu des activistes qui se sont levés, qui ont fait des conférences de presse pour voilà, montrer leur désaccord suite à cette décision de hausse de prix, mais on n'a pas vu les politiciens, les opposants. C'est quand même contradictoire pour une opposition qui est là peut-être en partie pour défendre les intérêts des populations, qu'on voit inerte, qu'on voit silencieux. À la place, on voit des activistes qui mènent le combat. Oui, mais non, mais les activistes peut-être ont été les premiers. Peut-être il y a certains politiciens effectivement qui se sont fait remarquer par leur silence. Moi, j'ai été parmi les premières personnes à dénoncer cette hausse que j'estime injustifiée à plein d'égards. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais sur des plateaux de radio pour essayer d'expliquer effectivement pourquoi donc le gouvernement avait tort. Parce que tout simplement, aujourd'hui, je pense que ce qui se passe avec la hausse de l'électricité s'apparente à ce qu'on peut appeler un abus de position dominante. Aujourd'hui, la Sénélec est en situation de monopole. Ils ne respectent pas les droits des consommateurs. Pourtant, ceux qui détiennent les actions, que ce soit dans leur pays d'origine, ils font l'exact contraire. Je vous donne un exemple ici. Aujourd'hui, on vous facture l'électricité. Les gens, ils sont même incapables de vous donner le détail de la facturation. Et ils vous terrorisent parce que c'est un chantage déguisé d'une certaine manière. Même si vous faites une réclamation, ils vous disent de payer. Si vous ne payez pas, ils viennent, ils vous coupent l'électricité. L'accès à l'énergie, c'est un droit. Le consommateur, il est protégé. Donc, quelqu'un qui estime qu'il a une réclamation qui est fondée, quand cette réclamation est à l'étude, mais on n'a pas le droit de lui couper l'électricité, comme je vous disais. Ils abusent de leur position. Ça, c'est le premier point. Je pense que c'était à l'État, déjà, de prendre ses responsabilités. Il faut une haute autorité de régulation de ce secteur. Aujourd'hui, l'organe qui est censé réguler donc est un organe déjà qui, de par son budget, dépend de la Sénélec. Donc, allez voir les leurs. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autorité extérieure. Et aussi, je pense que c'est l'enjeu du combat, c'est doit être ça. Moi, je suis pour cette hypothèse que la société civile, que les organisations politiques donc se mobilisent et qu'ils engagent aussi une bataille judiciaire contre la Sénélec. Et plus tard, nous, dans notre projet politique, c'est de déréglementer le secteur de l'énergie. Quand ça s'est fait ici, dans le domaine de la téléphonie, tout de suite, on a vu les consommateurs les retomber. Avant, vous n'aviez pas le choix, l'opérateur était là, il vous dictait ses conditions. Alors que c'est une personne de droit privé qui vend et vous achetez. Et vous avez des droits en tant que consommateur. Mais non, il est dicté. Aujourd'hui, ce sont les mêmes opérateurs qui vous démarchent, qui font des publicités pour vous faire revenir. Alors que ce qui veut dire que déjà, ils abusaient parce que la marge de bénéfices était injustifiée, mais comme ils étaient en monopole. Donc il faut déréglementer. Déréglementer pour plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit oui, parce qu'on a perdu, et que finalement, quelque part, les consommateurs devront rembourser. J'ai dit, mais attends,
Et s'ils avaient réalisé des profits, est-ce qu'ils vont nous appeler pour nous dire venez prendre? Du tout. De qui se moque-t-on? Alors, pour parler un peu de la justice, nous allons essayer de faire une transition. Je rappelle d'abord que nous recevons dans ce studio Monsieur Maître Abdoulaye Tine. Il est avocat au barreau de Paris. Il est également professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, Monsieur Tine, dans le cadre de toujours ces manifestations-là, un de vos collègues, Dr Babacar Diop, a également été emprisonné pour avoir manifesté contre la hausse du prix de l'électricité. Un mot sur votre collègue, vous le connaissez? Non, je ne le connais pas personnellement, mais je lui exprime toute ma solidarité et tous mes encouragements, parce que je sais c'est quoi d'être arrêté et détenu en Rebeuss. J'ai fréquemment des clients qui sont là-bas, mais je pense effectivement que peut-être aussi la force de son engagement l'aidera à tenir cette épreuve. Vous êtes-vous engagé à le défendre? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Voilà, j'ai été en contact avec personne dans ce sens. D'accord. Voilà, mais je pense effectivement que il y a d'éminents collègues, confrères plutôt avocats, qui sont déjà autour du dossier, qui sont en train d'organiser la défense, que ce soit lui ou ses co-accusés, co-détenus. D'accord. Alors, concernant la justice, beaucoup de voix se sont levées pour dire que la justice sénégalaise n'est pas indépendante, que c'est l'exécutif qui commande la justice, etc. Quelle lecture vous avez de tous ces commentaires, de cette étiquette collée à la justice sénégalaise? Écoutez, vous pensez qu'elle est efficace, cette justice? Non, on ne peut pas dire qu'elle est efficace. La justice en tant que telle, c'est une œuvre humaine. Comme toute œuvre humaine, elle est sans doute imparfaite, mais toujours perfectible. Nous devons être dans cette dynamique, cette quête perpétuelle de l'excellence. Sauf que depuis 2012, cette quête de l'excellence a connu un coup d'arrêt brutal, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le pouvoir actuel, dans plusieurs cas, a instrumentalisé, comme j'ai dit, la justice, c'est-à-dire des gens dont la détention ne se justifiait pas, mais on va les prendre, on va les coller des accusations, même si on sait qu'il allait être relaxé devant les magistrats. Mais entre-temps, vous aurez passé 1, 2, 3 mois de détention. Donc le mal est déjà fait. Donc c'était une arme pour punir des adversaires politiques, ce qui était condamnable. Donc, quelque part même, les juges connaissent parfaitement pourquoi ces gens ont été défaits. Parce que les juges, ce n'est pas des citoyens à part. Ils vivent parmi nous, c'est nos semblables, c'est nos voisins. Donc, ils savent exactement pourquoi. Mais comme le droit se nourrit beaucoup de fiction, quand ils sont là, ils n'ont d'autorité que la loi. Et nous, on a des textes très, très, très anciens. Ou, par exemple, quand, actuellement, les détenus pour l'affaire de la manifestation devant le palais, on vous colle en disant que activités diverses, mais là, il y a un mandat de dépôt qui est décerné quasiment pour une durée illimitée. Donc, c'est des textes déjà qui doivent être reconsidérés, nettoyer, si je peux utiliser l'expression. Alors, pour revenir un peu sur cette problématique, parce que ça me paraît être une problématique intéressante, aujourd'hui ici, je pense que nous avons 2 réformes majeures qui ne peuvent pas attendre. Si nous ne voulons pas avoir tous ces problèmes. Première réforme, il faut impérativement introduire un juge des libertés et de la détention, comme on en a en France. Parce que ce sont les mêmes textes, ce sont les Français qui nous ont laissé les textes, mais sauf que depuis lors, les textes là-bas ont évolué pour se mettre en conformité avec le droit international des droits de l'homme. Ils sont là. Pourquoi il faut un juge des libertés et de la détention? Moi, tous les jours, il m'arrive d'avoir des clients qui sont accusés d'infraction pénale. Le procureur va envoyer la police termine son enquête. Ici, vous les journalistes, vous utilisez l'expression retour de parquet. Donc le procureur
qui va envoyer la police enquêter ou interpeller sur une personne, mais il y a de fortes chances qu'après l'audition, qu'il demande effectivement son déferment. Alors que, vous savez, même en France, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que on ne pouvait pas considérer le parquet, si je peux me répéter ainsi, comme étant une autorité judiciaire. Parce qu'il n'a pas les garanties d'indépendance. Parce que le patron du parquet, c'est qui? C'est le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice reçoit ses instructions, éventuellement du président de la République. Et quand le ministre de la Justice écrit au procureur pour leur dire vous devez vous comporter de la sorte, de cette manière à l'audience, ils sont tenus de respecter cette position. Donc finalement, le président de la République, chef d'un parti politique, ou le ministre de la Justice, membre d'un parti politique, il va de soi que par un jeu naturel, il va avoir cette tentation à vouloir utiliser la justice comme un outil, parce qu'il considère que le Parlement et tout ça, c'est une boîte à outils qu'il peut activer des fois pour régler des problèmes politiques. Pour éviter tout ça, il faut une autorité, un juge des libertés et de la détention. Demain, quelqu'un, on l'accuse, on l'interpelle parce qu'il a manifesté devant le palais, on va le présenter non pas au procureur, mais au juge des libertés et de la détention, qui est un magistrat indépendant. Donc, comme son nom l'indique, il statue sur les libertés et la détention. Et lui, il va appliquer les textes. L'esprit des textes, c'est la liberté, c'est le principe, la détention, l'exception. On vous détient que lorsque vous n'avez pas de garantie de représentation. Mais quelqu'un qui est enseignant ou quelqu'un qui a une adresse où on peut le convoquer pour qu'il vienne le jour de son procès, je ne vois pas quelle est la raison qui peut maintenir effectivement, qui peut justifier qu'on le maintienne, si ce n'est déjà de le punir déjà avant même qu'un juge ne se prononce. Ça, c'est la première réforme. Oui. La deuxième réforme, et j'en termine, pour assurer effectivement une parfaite indépendance de la justice, et c'est effectivement au niveau du fonctionnement. Tous les jours, je ne suis pas les seuls, l'Union des magistrats le dit très régulièrement. Aujourd'hui, il faut que le président de la République sorte du Haut Conseil. Du Conseil des magistrats. Donc, il faut, le Conseil de la magistrature, il ne peut pas, il n'a rien à faire là-bas. La Constitution consacre la séparation des pouvoirs. Et la séparation des pouvoirs commence effectivement par le fait qu'il n'y a pas quand même une autorité d'un pouvoir A qui va aller aussi présider des réunions ou présider une structure dans un autre pouvoir. Ça n'a pas de sens. C'est pas une incompétence, ça. Pas une incompétence. Je ne sais pas comment la qualifier, mais en tout cas, c'est très paradoxal. Parce qu'on parle beaucoup à longueur de journée de l'état de droit, de la démocratie, mais il y a le discours et il y a la pratique. Et entre le discours et la pratique, il y a un monde. D'accord. Alors, malheureusement, le temps est presque terminé. Nous allons essayer d'aborder, dans le cadre toujours de la justice, mais à l'international. Il y a la Gambie qui a introduit une plainte contre la Birmanie. On se rappelle des persécutions contre les minorités Rohingyas. Alors, la Gambie, un petit État, a introduit, poursuit la Birmanie à la Cour internationale de justice. Un petit État qui prend cette initiative-là, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, déjà, c'est un grand acte de courage à saluer. Je pense que déjà, c'est tout à l'honneur de la Gambie d'avoir... Qui a été soutenu par les 57 pays membres de l'OCI, de la conférence voilà, donc islamique. Donc, et c'est tout à l'honneur de la Gambie d'avoir pris cette initiative. Et aujourd'hui, ce matin, à 10h, donc la Birmanie, par la voix de la chef de la diplomatie, l'ancien prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, était obligée de répondre effectivement à des accusations de génocide. Ce qui veut dire que déjà,
tout est question de courage politique, parce qu'il a fallu beaucoup de courage quand même pour un État comme la Gambie, comme vous l'avez dit, mais peut-être parce qu'aussi il y a des hommes de qualité, de ressources, parce que un des confrères avocats qui a été vraiment aussi un pivot qui a poussé l'État est un ancien qui était au niveau du tribunal pour le Rwanda. Et peut-être il a acquis un certain nombre, un niveau de compétences qui l'ont amené effectivement avec le courage politique de son État à porter ce combat. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, je pense qu'il est heureux déjà que la Cour internationale ait été saisie de cette question et que aujourd'hui, j'ai entendu la version de la Birmanie. Certes, ils ne veulent pas admettre l'existence d'un génocide parce que les implications sont graves. C'est un mot qui fait peur. Ils essayent effectivement de balayer dans un plaidoyer très doctoral, très long, les accusations, mais ils reconnaissent quand même qu'il y a eu et donc ce qu'on peut appeler des crimes de guerre. Donc, mais quoi qu'il en soit, on est en face d'infractions, de crimes internationaux qui offensent la morale internationale. Aujourd'hui, ce que demandait la Gambie dans la plainte, c'est très simple, c'est d'ordonner. Vous avez été acteur de l'élaboration de cette plainte. Bon, on va dire qu'on a suivi de près tout ça, donc on est tous engagés dans cette dynamique, aussi bien pour le rapport les enquêteurs de l'ONU pour la Birmanie, les péripéties jusqu'à l'élaboration de la plainte. Mais aujourd'hui, c'est un État qui porte la plainte, c'est l'État gambien. Parce que la Gambie a signé la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du génocide. Et la Birmanie l'a signé. Donc, en tant qu'État signataire, donc, ils ont accepté ce qu'on appelle la clause de compétence obligatoire. Ça veut dire qu'un État qui estime que l'autre État ne respecte pas son obligation de prévenir le génocide sur son territoire, il a atteint. Donc, ils avaient la compétence pour le faire. Et la Gambie, aujourd'hui, demande deux choses très simples. La première chose, effectivement, c'est que la Cour constate que toutes ces populations qui ont été attaquées de manière systématique, qu'il y avait effectivement une intention génocidaire. Parce que tout l'enjeu, c'est de savoir ce qui distingue les crimes de guerre et les crimes de génocide. C'est tous des attaques ciblées. Mais le génocide a la particularité de ce qu'on appelle le dol génocidaire. C'est-à-dire que vous vous attaquez à un groupe avec une intention de la détruire complètement ou partiellement. Aujourd'hui, toute la stratégie procédurale de la Birmanie devant la CIJ, c'est de dire non, nous, on n'a jamais eu d'intention de les faire disparaître. Mais quoi qu'il en soit, ce que demande la Gambie, encore une fois, c'est d'arrêter ces agissements, c'est-à-dire qu'il ordonne à la Birmanie d'arrêter, mais surtout de préserver les preuves, de ne pas faire disparaître des preuves. Parce que ces crimes, c'est des crimes qui sont imprescriptibles, ce qui veut dire que le temps qui passe ne change rien. Ces gens, demain peut-être, devront répondre devant une juridiction spéciale ou devant la Cour pénale internationale, que ce soit dans 5-10 ans, mais un jour viendra effectivement où ils devront s'expliquer par rapport à leurs agissements. Mais finalement, aujourd'hui, la Birmanie a donné sa version, il y a les experts qui vont intervenir, et à partir de demain, ils vont clôturer l'affaire. Et une fois que la Cour internationale de justice va se prononcer, le dossier sera transféré au Conseil de sécurité qui pourra contraindre au besoin par la force la Birmanie à respecter ses engagements. D'accord, c'est clair. Alors, malheureusement, on est à la fin de cette émission. Votre dernier mot, Maître Tine? Alors, mon dernier mot, c'est un mot de remerciement, déjà, de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec les Sénégalais sur le sens de notre engagement et d'aborder aussi certaines questions d'intérêt national. Alors, voilà, mesdames et messieurs, chers internautes, pour votre émission version française. Aujourd'hui, on a abordé cette émission en langue française. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de Jotaay sur Sénégal 7 TV. Merci.